Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, la première édition de février 2024 et on vous parle du 4 février 2024. Beaucoup d'activités encore cette semaine dans la région. On a eu une rencontre, une entrevue avec M. Yves Perron qui nous parle du début de session à Ottawa, vraiment des choses très intéressantes. Nous avons rencontré aussi l'auteur Daniel Touchette qui nous parle de son prochain livre qui est une série de 6 nouvelles, vraiment un genre un peu plus inédit, mais qui est vraiment très intéressant. On parle du programme Passe-Partout qui a été encore promu par le Centre de services scolaires des Samars, donc un programme qui s'adresse aux jeunes de 4 ans, bon, pour faciliter l'entrée scolaire l'année prochaine. Vous avez aussi Louisa Tétier, des Filles d'Isabelle, qui est venue nous parler du mouvement et de leur brunch qui a lieu justement en fin de semaine. Un retour sur la fête des Tucs à Saint-Ignace de Loyola. En terminant, nous avons eu la chance de pouvoir aller visiter les prochaines programmations au Musée d'art de Joliette. Vraiment une visite intéressante. On vous souhaite une bonne écoute et on vous rappelle que vous pouvez suivre notre actualité à tous les jours avec le bulletin de nouvelles à compter de 18h et sur nos ondes. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Yves, bonne année pour commencer. Bonjour. Okay. Bonne année à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler. OK. Donc, un retour au travail ce matin, pas trop ardu. Ça a commencé raide, là, je pense, un petit peu justement avec des En choses. fait, on est encore dans les motions conservatrices, là. Ce matin, c'est sur le projet C234 sur les exemptions de taxes carbone pour les producteurs agricoles, qu'on a supporté, même si ça ne touche pas le Québec et ça se trouve à court terme à désavantager un peu le Québec parce que les producteurs le voulaient pour lancer le signal de l'exception agricole. Et là, les conservateurs ont lancé une motion ce matin pour répondre avant le gouvernement au Sénat, aux amendements du Sénat, là. Fait que c'est un peu... ça continue dans le même ton, mais c'était correct. Le ton était très cordial ce matin. On verra comment ça va tourner dans les prochaines semaines. Donc, mais on va essayer d'avoir un gain quand même pour créer le principe d'exception agricole dans la tarification du carbone. Tu sais, que s'il n'y a pas d'alternative, qu'il y ait compensation ou bien qu'il y ait accompagnement important, puis investissement important pour aider à la transition, parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui nous nourrissent de tout prendre sur leur dos. Là, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on arrête de faire ça. C'est ça. Donc, autrement dit, c'était, comme de la façon dont tu me parles, c'était quand même convivial, mais c'était quand même une attaque déjà rapide. Dans le fond, les conservateurs ont commencé en disant on repart, puis on En recommence. fait, je ne suis pas sûr qu'ils ont arrêté, eux autres. C'est ça, exactement. Voilà. Toi, c'est ça. Vous avez vu un caucus précessionnel dans les derniers jours. C'est au Saguenay, hein? Je pense que vous êtes allé. Oui, on était à Chicoutimi. Parce que là, la coutume qu'on a prise, là, c'est depuis quelques caucus, c'est qu'on va dans les circonscriptions qu'on pense avoir de très bonnes chances de prendre à une prochaine élection. Okay. Même si l'élection est dans 2 ans, c'est pas grave. On travaille le terrain. Vous savez qu'au Bloc, on est toujours en train de développer une plateforme électorale parce qu'on parle toujours au monde. Puis on amène ça dans le Parlement, puis on essaie de faire adopter des politiques qui sont concrètes, qui correspondent aux besoins des gens. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis là, ben, quand on va dans des comtés comme ça qu'on serait susceptible de pouvoir prendre, ben, on établit des contacts aussi. Fait que chacun dans nos dossiers, une journée ou 2 avant le caucus, on fait une tournée. On rencontre des intervenants dans le milieu, dans la région. Et après ça, on fait notre caucus. Puis là, ben, nous, on en a profité. Ça faisait un petit bout que je t'ai parlé en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Voir des projets, comment ça évolue. Fait qu'on est passé par Chapèche-Bougamo, puis l'Abitibi ensuite. On est revenu à Gatineau hier. Là. Donc, je suis pas allé chez nous là, depuis une dizaine de jours. Là. C'est pas plus. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous en profitez pour rencontrer aussi des partisans, prendre justement comment ils ont vécu les derniers mois et tout, là, des agriculteurs sûrement aussi, mais quand même, tu sais, Des comme tu dis. partisans politiques, tu veux dire? Là? Oui, c'est Oui, ça, ben, il oui. y a toujours, tu sais, dans le cadre des rencontres de caucus comme ça sur 2, 3 jours, il y a toujours au moins une soirée qui est plus partisane, là, où il y a plusieurs membres du coin qui viennent nous rencontrer. Fait que c'est l'occasion de rencontrer les députés pour eux aussi. On a célébré les 5 ans de chefferie de Yves-François Blanchet aussi. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, là. Okay, oui. On était bien content de le célébrer. Puis moi, en même temps, c'était un petit peu mon 5 ans aussi. On se souvient, j'ai été président
président du parti dans la période difficile, puis j'ai participé au recrutement de Yves-François comme chef. Fait que c'était un petit peu une célébration pour moi aussi, là, de dire, hey, ça fait 5 ans, puis on y est arrivé, puis le Bloc québécois est encore une formation politique importante, percutante sur la scène canadienne et québécoise, puis on est 32 députés depuis ce temps-là, tu sais. C'est ça. Sans dévoiler toutes vos stratégies, est-ce que c'est un endroit, c'est le temps que vous élaborez les stratégies, comment, je ne veux pas dire comment affronter, mais comment, qu'est-ce qu'on va, ça va être quoi Oui, la ligne directrice, ça va être quoi? J'ai vu que tu oui, avais changé ta page, ta oui. page C'est beau, Facebook, hein? là. Moi, c'est ça, avec un On- nouveau slogan. Est-ce que ça émane justement de ce caucus-là? C'est vraiment oui. vers ça où vous voulez aller? Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben en fait, c'est vers ça qu'on se dirige depuis longtemps. C'est une continuité. On a toujours un slogan de session parlementaire. Fait qu'à la précédente session, c'était responsable. On voulait démontrer qu'on était les gens responsables qui prenaient des décisions pour l'intérêt collectif, pas de notre intérêt politique, puis qui faisaient avancer les dossiers. Puis on l'a super bien fait, particulièrement dans le contexte où les conservateurs, eux, ont carrément arrêté de l'être, là. On a été l'adulte dans la pièce plus souvent qu'autrement. Puis la suite logique de ça, c'est quand tu es responsable, tu agis avec diligence, intelligence, que tu consultes les milieux avant d'adopter une politique, bien, les gens te considèrent digne de confiance. Évidemment, c'est pas à nous de dire on est digne de confiance, mais ce qu'on aspire à être, puis ce qu'on prétend, c'est notre objectif. Puis si tu te souviens, Daniel, il y a un peu plus que 4 ans maintenant, le soir même de mon élection, pour la première fois, c'est une des premières phrases que j'ai prononcées quand les journalistes m'ont demandé mes impressions. Une des premières choses que j'ai dit, je vais m'assurer d'être à la hauteur de la confiance qui vient de m'être accordée. C'est un peu ça le message. Donc, de continuer d'être digne de confiance, puis de travailler pour le Québec, pour notre monde, puis faire avancer les choses de façon constructive, tout en faisant, bien sûr, la promotion de l'indépendance du Québec et la démonstration que ce serait tellement mieux, puis plus facile, puis plus efficace à très moyen terme. C'est même pas à long terme, là. Le quotidien à Ottawa depuis plus de 4 ans ne m'a comme renforcé dans cette conviction-là. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des objectifs, des travaux qui vont se faire? C'est quoi les sujets justement que Ben, vous voulez aborder plus précisément durant cette prochaine session? il y a des choses qui sont dans mon dossier, des choses qui sont dans ma circonscription. Si je commence par le dossier, bien sûr, il y a C282, le projet de loi pour protéger les productions sous gestion de l'offre, qui est devant le Sénat actuellement. Donc, on s'attend à ce que ça commence à bouger, particulièrement parce que C234 vient d'en sortir, puis c'est un projet agricole, donc ils voulaient traiter un après l'autre. Donc, on devrait commencer à voir ça progresser, bien sûr. Ça, on a beaucoup de rencontres à faire, beaucoup de sensibilisation, puis on espère que ça va être adopté rapidement. C'est vraiment la priorité agricole. Sinon, bien sûr, le soutien aux producteurs, on sait qu'il n'y a pas eu grand-chose. On a vu avant les fêtes le refus de reporter le compte d'urgence pour les entreprises. Ça, c'est un drame épouvantable, pas seulement pour l'agriculture, évidemment, beaucoup pour l'industrie touristique, hôtelière, la restauration, c'est atroce, particulièrement les petits restaurants. Mhm. Donc, il faut voir comment on peut aider ces gens-là différemment. Dans le cas de l'agriculture, ben, avec les saisons dramatiques qu'on a eues l'été dernier, c'est les changements climatiques, il faut qu'on se revire de bord, puis il faut qu'on bouge rapidement. Là, on me répète que le plan d'action des programmes d'assurance est adopté jusqu'en 2028, puis on ne peut pas le changer, mais à un moment donné, il faut sortir de la boîte. Ouais. Puis là, il faut prendre des actions concrètes. Parce que justement, je mentionnais quelques minutes, j'étais allé en Abitibi. Eux, cet été, c'était une sécheresse atroce. J'ai rencontré des producteurs bovins qui avaient des grosses difficultés. Puis dans le sud, c'était des précipitations atroces qui ont créé des problèmes épouvantables. On est encore en train d'analyser les programmes pseudo d'urgence, là, Agri-Relance, là, qu'il faut que le Québec le demande, puis il faut qu'Ottawa l'analyse après. Puis le Québec a pris du temps. Même, je pense qu'il manque encore des documents, puis l'Ottawa l'analyse. On est rendu fin janvier, là, ça fait longtemps que les semences pour les maraîchers sont commandées pour la prochaine saison. À un Ouais. moment donné, il va falloir que ça commence à bouger, là. Donc ça, c'est sûr. Puis dans Circo, ben, c'est clairement que je veux que mon comité berge, ben, c'est pas mon comité, c'est le comité des citoyens. Ouais. C'est une grosse affaire que je viens de dire là. Ça ne m'appartient pas du tout. Mais la mobilisation, je veux qu'elle continue. Puis la lutte, par contre, il y a un bout qui m'appartient, de la porter au Ouais. fédéral.
puis de faire des gains là-dessus. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. La gestion des terres, par rapport à ça. Puis aussi, bien évidemment, les tours cellulaires, là, ça, c'est un des enjeux je vous dirais, qui est le plus urgent dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Les nombreux trous, là, Ça fait encore c'est 4 ans que dramatique. tu m'en parles. Ça fait Ben, 4 ans. je sais bien, mais on a travaillé, puis on Oui. progresse, puis là, on attend des nouvelles du CRTC pour des prochains appels d'offres qui devraient tenir compte de notre réalité parce que, si vous vous souvenez bien, on avait procédé à un sondage à une espèce de cartographie de Berthier-Masquinongé que on a soumis directement au CRTC, là. Fait que, voilà ce qui est sur la planche. Puis évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'inflation puis de coût de la vie, là. C'est ça, ouais. Ça, c'est toujours présent. C'est un peu comme l'environnement. C'est pas des choses qu'on traite une fois de temps en temps, là. C'est toujours omniprésent dans l'ensemble des dossiers. Sur les prix d'épicerie, vous savez que le comité travaille encore là-dessus. Il nous reste quelques PDG de grandes chaînes d'alimentation à rencontrer. On a des questions très pointues à leur poser. Puis on espère que les projets de loi qui veulent améliorer la concurrence dans ce secteur-là vont être adoptés rapidement. Et puis, on suit ces dossiers-là de près, là, parce que les gens doivent être capables de faire l'épicerie, à un moment donné. Oui. Je vais C'est, te relancer un petit peu sur l'agriculture, mais sur une ouais, autre tangente. On parle beaucoup présentement d'immigration temporaire, là, de ouais, travailleurs temporaires et tout ça. Je pense que c'est un autre sujet qui est important pour les agriculteurs parce qu'il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre, mais là, on parle de couper. Il y a beaucoup de questionnements ouais. hein, sur En fait, cette il y a encore, situation-là. je vous ai parlé d'indépendance il y a quelques minutes, là. Il y a encore le phénomène du bon grand Canada qui vient dire, oh, on va réduire ça, les étudiants étrangers, alors qu'au Québec, ça pose pas de problème. Puis même, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Même chose pour les travailleurs étrangers. On a besoin, moi, je pose la question honnêtement là, à n'importe qui est le moindrement intelligent, là, est-ce qu'on peut se passer des travailleurs étrangers en agriculture? La réponse est non, là. Puis, Dans toute tu sais, l'alimentation, je te vous dirais, avez beau, c'est ça, toute la production, là. ben oui, puis on a beau dire, ah, mais c'est pas l'idéal, mais trouvez-moi une autre solution. Puis en attendant, laissez-nous travailler parce qu'il faut nourrir notre monde, puis il faut que nos fermes tournent, tu sais. Fait que, ou ça, on va les défendre, évidemment, bec et ongle. La grosse affaire là-dedans, c'est la paperasse, la bureaucratie, crasse pour rimer avec le mot paperasse. C'est atroce, les délais qu'il y a, les entreprises, le coût que ça coûte. Puis là, ben, tu finis par avoir tes papiers de Québec, puis là, tu arrives à Ottawa, puis là, c'est tellement long à Ottawa que, oups, le papier de Québec, il est passé date, il faut que tu en fasses un autre. Ça en est ridicule. La maison des 12 travaux d'Astérix, là. Ça, il y a des grosses améliorations à amener là-dedans. Entre autres, aussi, on a mon collègue Alexis Brunel-Duceppe qui travaille au comité de l'immigration sur il y a une étude qui avait été débutée là, sur les permis de travail, la forme Oui. des permis de travail, parce qu'on s'est rendu compte que les permis de travail fermés, je comprends la logique de départ d'établir des permis de travail fermés pour dire, ben là, c'est mon entreprise qui paye, je veux qu'il travaille chez nous, tu sais. Puis ça a créé un cercle vicieux il y a toujours du monde qui abuse des systèmes, là. Oui, oui. Puis il y a eu des abus. Puis quand c'est rendu que l'ONU dit qu'il pense qu'il y a des problèmes importants, puis que c'est peut-être une nouvelle forme d'esclavage moderne, il faut commencer à se poser des questions. Oui, l'ONU a dit des grosses affaires, là, mais en même temps, si jamais ça arrive, il faut protéger ces gens-là. Il faut que ce soit correct. Puis il faut permettre une mobilité des travailleurs. Puis ça, même les producteurs nous le demandent, là. Tu sais, des permis ouverts sectoriels. C'est-à-dire que si tu viens travailler en agriculture, tu ne peux pas te faire recruter par une autre industrie qui va te payer 2 piastres de plus de l'heure. Oui, oui. Tu iras, tu iras, mais à la fin du contrat que tu as signé avec le producteur qui a engrangé des dépenses pour avoir ta main-d'œuvre. Oui, c'est ça, là. C'est de gérer la protection des droits de l'un puis des droits de l'autre. C'est ça. Tu sais, les droits et les responsabilités d'un bord. Là. Fait que c'est un équilibre à établir. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est des dossiers complexes. Vous avez sûrement vu le court-métrage essentiel de Télé-Québec. Oui. Si vous n'avez pas vu, c'est à voir. Là. C'est percutant. Moi, j'étais allé voir la présentation directe, là. Le lancement, le soir de lancement. Là. Et puis, ben, c'est ça. Ça ébranle. T'sais. Quand tu te rends compte que ça se passe au Québec, moi, ça me donne le goût de brailler quand je me rends compte que ça se passe au Québec. T'sais. Puis je pense qu'on n'a pas le droit de réagir autrement que ça. Puis de brailler, puis de me choquer, puis de fesser partout pour que ça s'arrête. Fait qu'il faut qu'on s'attaque à ces questions de base. Là. OK. Donc, on va te souhaiter une très bonne session. Tu nous en reparleras. La session va être jusqu'au mois de juin ou tu as, on Oui, va c'est dire jusqu'au un mois de juillet. break? Ça termine d'habitude un petit peu avant le 24, là, 22 juin, quelque chose comme ça, OK. cette année, je crois. Mais il y a des pauses parlementaires. Là. On siège 2, 3 semaines. On a une semaine qu'on est en OK. circonscription parce qu'il faut être en circonscription Ouais. aussi.
avec 36 municipalités, bientôt 37 dans Berthier-Masquinongé, il faut aller voir notre monde. Les gens s'attendent à ce qu'on aille les voir, puisqu'ils veulent nous parler de leurs soucis, puis ils veulent nous connaître aussi. Puis plus OK. qu'on est présent dans notre circonscription, plus qu'on connaît notre monde, Ben, plus on est capable de voter des politiques qui ont de l'allure après, parce qu'on le sait, c'est quoi le vécu. c'est ça. On n'est pas Et déconnecté. c'est ça. Puis on va se souhaiter que le 282, le projet de loi, je vais le dire, finisse par passer. Ça fait presque 2 ans là, que vous travaillez sur ce dossier-là. Fondamental. Que c'est important et tout. On en entendait encore parler cette semaine là, dans les bulletins de nouvelles. Là, ils ont parlé que on était chanceux ici au Québec d'avoir le C282 ou la gestion de l'offre versus l'Europe. J'ai sûrement vu un petit peu Oui, oui, oui. des Ben, il y a protestations des qui se passent choses. en Europe. Puis, Ouais. Mais il y a des choses qui se passent en Europe qui vont s'en venir ici, moi, je vous dis, parce que ça fait, vous savez, ça fait 4 ans que je vous ça chale les oreilles avec ça, là, que notre monde agricole n'est pas soutenu adéquatement. Puis je l'ai encore répété dans mon discours ce matin, tu sais. On les prend pour acquis, puis on leur dompe toutes ses épaules. Il faut protéger les berges, mais là, c'est toi qui payes. Il faut utiliser moins de pesticides, ben, c'est toi qui payes. Il faut utiliser moins d'herbicides, c'est toi qui payes. Je suis tout d'accord avec ces mesures-là. L'aspect où je ne suis pas d'accord, c'est que ce soit juste le producteur qui paye. Ça, c'est pas vrai. Parce que quand on arrête de cultiver des berges, des bandes riveraines, c'est tout le monde qui bénéficie de la ouais. qualité de l'eau. Fait que ça, c'est des affaires qui sont collectives. Fait qu'il va falloir qu'on jase sérieusement de ça, qu'on s'assoie là, puis qu'on regarde c'est qui, comment on partage les responsabilités de tout le monde. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Yves, puis Hey, bon début merci. de session. Bonjour, Monsieur Touchette. Bonjour. On va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes auteur, on commence à vous Oui. connaître, mais vous avez, on pourrait dire, un background, vous avez une autre vie avant d'être auteur, là. Vous avez vécu dans le domaine policier. Vous vous inspirez beaucoup de vos expériences dans la police et pour écrire ou pour inventer? En fait, au niveau de l'inspiration d'histoire, plus ou moins, la seule chose qu'on me dit, c'est que quand on lisait, mais surtout mes deux premiers romans, parce que mes deux premiers romans étaient plus dans le monde policier, c'est que ça paraît que l'auteur, donc moi, là, connaît de quoi il parle. Tu sais, on peut voir là, quand on lit que je connais le milieu policier. Mais au niveau de l'histoire en tant que telle, c'est pas basé sur mes expériences, c'est vraiment de la fiction. Quand je parle d'enquête, je parle de choses qui se font réellement dans la vie. Là, je parle pour mes deux premiers romans, là, Léa et Ula. Ula, c'était plus l'espionnage international. Fait que j'ai comme un petit peu quitté Bifurqué. le monde. Oui, mais malgré que je touche des éléments d'enquête ou surtout de police, gendarmerie, parce que le gros de ma carrière, c'était pas en enquête. Le gros de ma carrière, c'était en police en uniforme, répondre aux appels, le jour au jour, le quotidien, l'inattendu de répondre à un appel qui est totalement différent. Ça a été le gros de ma carrière. Moi, ce que j'ai tout le temps aimé, j'ai aimé ça lire des livres de recueil de nouvelles, prendre un roman, puis toutes des histoires différentes dans le même livre. Moi, j'aime beaucoup ça parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis c'est un peu vers ça que je me suis en allé quand j'ai écrit mon prochain roman qui s'appelle Six. Dans le fond, c'est que chaque histoire est différente. La première qui s'appelle Une histoire de camping, dans le fond. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, moi de cheveux gris, je faisais des voyages de camping avec ma famille. Puis j'étais le genre de personne à raconter des histoires autour du feu. Puis quand je racontais une histoire, des fois, ça pouvait durer 3 jours. Puis là, tous les autres campants alentours venaient voir qu'est-ce que je racontais parce que j'étais un bon raconteur d'histoire. Fait que ça a été le sujet pour ma première histoire. La deuxième, c'est un petit peu farfelu, c'est des écureuils. OK. Dans Ah, le mon fond, Dieu, les fameux ouais, écureuils, oui. ouais, fameux écureuil. Puis là, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui est tellement étonné des écureuils qu'il décide de les déménager de force. Puis que ça fait la deuxième histoire. Puis celle-là est un petit peu plus, c'est un mélange, on s'attend à des choses, puis ça va prendre un autre côté. Mais la troisième, je voulais explorer le niveau de la santé mentale. Donc, Oh. quelqu'un qui a des problèmes sérieusement de troubles obsessifs compulsifs, puis jusqu'à où ça peut mener. Celle-là, cette histoire-là est un peu plus dure, un peu plus sérieuse, je vous dirais, mais je trouve ça important d'en parler. La quatrième, c'est totalement est dure. C'est une histoire où je me mets dans la peau d'un tueur en série. Puis c'est la relation ou la conversation qu'il va y avoir entre une victime potentielle. Puis je dirais le combat psychologique entre les deux. Ouais. Ça, c'est ma quatrième histoire. La cinquième, c'est moi, j'ai vu un reportage à un moment donné à Découverte qui parlait d'une sonde, la sonde Cassini, qui est allée visiter Saturne. Ça m'a inspiré une histoire parce qu'il y a une des lunes de Saturne qui pourrait contenir de la vie. Fait que je me dis, OK. Ah, si c'est on bien. pouvait y aller. Ouais, puis la cinquième, honnêtement, j'étais avec des amis, puis je parlais de mes histoires, puis ils disaient, hey, puis on a essayé de trouver un sujet. Puis, hey, écris une histoire sur une mine. Je dis, OK, une mine. Mais là, finalement, j'ai trouvé une histoire, puis j'ai raconté une histoire sur des mineurs, dans le fond, qui sont
ensevelis suite à un accident dans une mine, un Oui, effondrement. c'est ça. C'est leur lutte pour survivre. C'est sûr que je fais des recherches pour chaque histoire que j'ai racontée. Dans mon histoire d'écureuil, entre autres, j'avais besoin de conseil médical. J'ai fait affaire avec un médecin pour voir ce que j'écrivais était crédible. Pour la mine, j'ai fait des recherches pour voir comment ça fonctionnait effectivement dans une mine. Faut pas écrire des choses qui sont erronées, mais c'est sûr que je fais de la fiction là. Donc, mon histoire dans l'espace, ça se peut pas. Fait que, Ouais. mais en même temps, je voulais avoir des données réelles. Donc, le temps que ça prend pour aller, Oui, des choses comme ça. des choses comme ça. Une de mes plus courtes histoires de 15 pages, puis ma plus longue de 175 pages. OK. Fait qu'à 175 pages, je dirais qu'on approche pas mal du roman. Ouais. Même que celle-là, j'aurais pu peut-être en faire un roman, mais quand j'écris, je ne vise pas un nombre de pages ou je vise pas. Je pars avec mon histoire, puis c'est dans ma tête, comme je disais, je vois comme un film ou je vois comme une série télé. Fait que je l'écris au fur et à mesure, puis là, moi, je vois ce qui se passe dans ma tête. Puis quand c'est fini, c'est fini. Fait que c'est ça. C'est la beauté d'être retraité, hein, jeune retraité, mais je peux faire mon horaire. Fait que non, je me lève le matin, je fais mes choses, mes tâches ménagères. Là, je promène mon chien, un beau petit chien. Puis je m'entraîne, je vais m'entraîner. Donc, je fais ma petite routine du matin. Je vous dirais qu'après dîner, c'est là que je m'installe à mon ordinateur vers 1 heure jusqu'à environ 5 heures. Fait que OK. c'est des demi-journées, C'est quand quand même même. bien. Mais j'ai un calepin, effectivement, mais je le laisse dans mon bureau. J'ai un bureau que j'utilise là, pour écrire. Fait que quand j'ai une idée, à mon bureau. Donc, j'écris ou surtout pour des personnages, parce que des fois, juste pour se rappeler de mes personnages, parce que les personnages principaux, ça, il n'y a aucun problème. Mais des fois, j'ai beaucoup de personnages secondaires. Donc, c'est juste pour me prendre des notes, pour me rappeler. Pour ce qui est du syndrome, comme de la page blanche ou de où mon histoire s'en va, quand j'ai commencé quelque chose puis je veux réfléchir à ce qui va se passer, là, je prends des marches avec de la musique. Donc, je mets mes AirPods, je me promène, puis j'écoute de la musique, puis je fais des longues marches. Puis là, dans ma tête, je réfléchis à ce qui va se passer. Puis une fois Ah. que j'ai le scénario dans ma tête, il n'y a aucun problème. Là, je peux Il reste facilement là, là. ça, Vous avez. ouais, je peux le transposer sur page. Ben, en fait, j'ai beaucoup apprécié ma carrière de policier. Oui, j'ai fait beaucoup de gendarmerie, comme je disais tantôt, la police à répondre aux appels, mais j'ai été également beaucoup gestionnaire. La deuxième partie de ma carrière, ça a été gestionnaire. Donc, j'ai été chef de parquet, poste de quartier, puis j'ai monté jusqu'à assistant directeur. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup de la gestion Ben, et elle a dit beaucoup de rapports, donc beaucoup d'écriture. C'est une beaucoup bonne d'écriture que de pratique pour. l'écriture, oui, oui, C'est une bonne pour pratique écrire pour effectivement. l'écrivain. Et c'est ça. Puis l'autre, c'est une passion. Comme tout le monde a des passions, on fait des choses dans la vie, on travaille, mais on a quelque chose. Puis je suis privilégié dans le sens où j'ai pu prendre ma retraite relativement jeune. Donc, et faire après 30 ans de police, j'ai dit, bon, ben, là, je Ouais. peux le faire. Là. Je peux écrire un roman. Puis, pour moi, les histoires, je suis tout le temps passionné des histoires. Fait que c'est intéressant. C'est ça. En terminant, deux questions. La première, avez-vous des idoles? Avez-vous, qu'est-ce que vous deviez, est-ce que vous lisiez déjà beaucoup de romans policiers, puis vous aviez dit, oui, j'aime son style, j'aime pas son style, j'aime les films, j'aime des choses comme ça. Et c'est quoi vos prochains projets? Ben, la personne que j'ai le plus, c'est Stephen King. Donc, lui, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que, justement, on ne sait jamais il va s'en aller. Stephen King, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'écrit pas que de l'horreur, là, loin de là. Oui, Il est vraiment diversifié. Il peut y avoir de l'horreur, mais il peut pas en avoir tout. oui, Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'attache à ces personnages. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire beaucoup quand j'écris un roman, que le monde soit intéressé aux personnages, qu'est-ce qui va leur arriver. Et puis vraiment un peu choral dans le sens où des fois, tu as des personnages qui s'en vont en parallèle et se rencontrent au fil de oui. l'histoire. C'est très bon, ça. Fait que oui, c'est un auteur que j'apprécie. Et pour ce qui est de mon prochain projet, ben, je fais une suite à mes deux premiers romans. Donc, il y a le premier roman qui s'appelait Léa, le deuxième qui s'appelait Ula. Mais Ula était la suite de Léa. Et j'ai pris une petite pause là, pour écrire mon recueil de nouvelles. Et le troisième roman, je reviens dans l'univers parce que beaucoup de gens me disent hey, quand est-ce qu'on va voir la suite? Quand est-ce qu'on va Oui, voir. mais c'est ça, oui. Parce que. Mais je dirais que quand j'ai fini Léa, c'était clair qu'il fallait qu'il y ait une suite parce que je le laissais comme une fin ouverte. Et là, je ne suis pas obligé finalement de faire un troisième roman, mais je me suis tellement attaché à mes personnages que je me disais, ah, je vais retourner dans leur univers. Bon, bien, on va vous souhaiter une très bonne écriture. On va vous lire. Puis, pour les gens qui ne vous connaissent pas, ben, qui vous permettent de vous découvrir. Puis, je pense qu'une première façon, avec un recueil comme ça, c'est toujours Oui. intéressant. On voit le style de l'auteur. Puis après ça, on est souvent porté à aller voir, à lire un peu plus. Donc, moi, je vais aller vous lire. Je trouve ça passionnant. Que je vous remercie Je vous beaucoup, remercie Monsieur beaucoup. Pichette.
Merci. Merci. Je suis en compagnie de Louisette Etier. Bonjour Louisette, Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On se connaît depuis plusieurs années et tout ça. Et depuis quelques années, tu es la régente des Filles d'Isabelle ici pour la section Berthierville. C'est bien ça? Ça fait 8 ans que je suis régente. C'est quand même beaucoup, 8 ans, oui. C'est quand même beaucoup d'implication. Qu'est-ce qui t'a amené dans les Filles d'Isabelle? On en parlait un petit peu avant, mais c'est important de savoir ton parcours. Là. Ça fait pas 50 ans que tu es dans les Filles d'Isabelle. Ça fait 2 ans environ, mais moi, ce qui m'a apporté, c'est faire, après mon travail, quand j'ai pris ma retraite, je voulais faire du bénévolat, je voulais m'impliquer dans différentes associations. Puis j'avais des personnes que je connaissais dans les Filles d'Isabelle. Puis, c'est ça. Tu as commencé comme membre, puis tu as gradué. J'ai bien aimé ça, oui. C'est ça, j'ai été régente en partant, mais tu sais, j'ai appris, j'ai connu le fonctionnement aussi. Bien, c'est ça, exactement. Puis ça, j'ai bien aimé ça. Les Filles d'Isabelle, ça fait 80 ans, tu me dis que c'est... 80 ans cette année, le 2 juillet. Ça va exister dans le coin. Et à l'origine, c'est encore un mouvement catholique de femmes bénévoles, c'est ça? C'est ça. C'est similaire au Chevalier de Colomb. OK. C'est le pendant, là. Souvent, t'es Chevalier de Colomb, t'es Filles d'Isabelle. C'est ça. Les femmes sont Filles d'Isabelle. Puis c'est à peu près le même aumônier dans le temps qui a parti les Chevaliers de Colomb, qui ont incité les jeunes à s'impliquer dans le mouvement. Okay. Donc, un des critères, il faut que tu sois une femme. Disons que c'est une obligation dans un certain sens. Dans un sens. Et par la suite, ben là, j'imagine que quelqu'un qui est intéressé à devenir Fille d'Isabelle vont vous rencontrer. Vous faites ça le premier lundi du mois, hein? Le mercredi. Le premier mercredi, excuse-moi. On a 10 réunions par année. Alors, ces réunions-là, c'est plus des réunions d'échange, là, c'est pas... c'est des réunions, par exemple, il y a des activités... nos réunions, ça consiste à avoir des activités spirituelles, sociales. Notre spirituel, nous autres, dans vos activités spirituelles, c'est quoi? Nous autres, on fait toujours la nouvelle de l'Assomption chez M. Cardin. OK. Alors, nous autres, il y a une journée qu'on fait le chapelet lumineux. C'est nous autres qui l'organisent. Puis on fait la procession de flambeau. Ça, c'est important parce qu'on parle de 400-500 personnes. Oui, puis les Filles d'Isabelle sont costumées, puis c'est nous autres qui salle la messe, puis on fait la procession des flambeaux. Ce fameux costume-là, on va te poser la question, tu m'amènes sur ça. C'était renouvelé au fil des années ou c'est le même costume depuis 50 ans? Depuis plus longtemps que ça, là. Parce que nous autres, ça fait... 150 ans que les Filles d'Isabelle existent. C'est commencé aux États-Unis. C'est remis d'un à l'autre. Quelqu'un qui décède, il vient porter son costume, le chapeau, c'est impressionnant quand on vous voit arriver. C'est ça. On fait la neuvaine. Après ça, on fait avec notre drapeau. On fait la messe commémorative pour les Filles d'Isabelle décédées à tous les ans. On porte le costume. Oui, c'est ça. Pour être visible. Oui, mais c'est une marque de visibilité. C'est ça. Là. Après ça, on a toujours fait le pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine, aussi costumé, toutes les Filles d'Isabelle de la région. Il y avait des autobus organisés de partir à Eustache. Donc, une fois par année, vous allez à Cap-de-la-Madeleine. Oui, je suis en train d'organiser aussi l'oratoire Saint-Joseph. OK. Un petit autobus pour aller à l'oratoire Saint-Joseph, soit probablement en avril, parce qu'en mars, on n'a pas des tempêtes. Oui, c'est ça. Puis, en avril, le Pâques est passé, puis il fait un petit peu plus beau. beau. Au mois de mars, il va peut-être avoir trop de monde. Alors, étant donné que les gens sont âgés, fait qu'on va attendre au mois d'avril. J'ai tous les renseignements, j'ai téléphoné là-bas. Donc, si on va aller encore là, on peut vous accompagner, puis on peut aller découvrir. N'importe qui on peut aller vous rejoindre, bien parfait. Fait que moi, j'ai envisagé un autobus de 20, puis sinon, ce sera 40. C'est ça. Que je me suis arrangée avec M. Vadnet pour avoir les autobus en conséquence. Fait qu'on verra. C'est ça. On s'implique dans la catéchèse. Oui, c'est vrai, on n'a pas connu d'en parler. C'est ça, parce que nous autres, on a... notre pastoral, c'est nos prêtres, l'abbé Bourgeois, puis le curé Daniel Leroy, qui font la pastorale pour les sacrements. Ils veillent à la fois le sacrement de pénitence, la communion puis la confirmation. Il faut dire que depuis plusieurs années, avec un S maintenant, c'est à la paroisse. C'est plus dans les écoles. C'est plus dans les écoles comme on avait dans notre temps. C'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui n'ont même pas le droit d'informer les écoles de l'activité, moi. Moi-même, j'ai fait 2 ans de catéchèse pour la confirmation. J'ai bien aimé ça. Puis, il y a un bel accompagnement aussi, parce que vous êtes supporté aussi par l'évêché, par le prêtre. Vous êtes formé, là, vous arrivez pas... C'est beaucoup de préparation par Oui, mais c'est ça que je t'ai pas dire. On a les documents, puis
on consulte nos documents, puis c'est nous autres. C'est une belle application, ça, c'est à tous les semaines. On essaie de renseigner les gens sur différentes choses. Moi, j'ai eu des conférenciers, j'ai eu 2 fois des pharmaciens, j'ai eu la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une source d'information aussi. Oui, aussi. Tu parles d'une centaine de membres. Oui. C'est sûr que vous êtes toujours en recrutement. Tu me disais justement qu'il y a eu une initiation, il y a eu encore deux nouvelles personnes, mais vous acceptez tout le monde. Ah oui, n'importe qui. De 16 ans, à partir de 16 ans jusqu'à ta mort, presque. Jusqu'à ta mort. Qu'est-ce qui est important de parler aussi, c'est que les filles, c'est d'Isabelle, tu me mentionnais, sont impliquées au niveau du Keba. Ils allaient faire du bénévolat aussi au château qu'on appelle, à la Croix-Rouge de Pavillon Rondeau. Centraide, quand c'est des campagnes de centraide. Les journées de la jonquille, là, que c'est pour le cancer. Mais tu es en train de regarder, tu me disais, avec la fondation. On ne savait pas, c'est ça, si on redonnait encore au cancer ou si on restait plus dans le régional. Aux fondations de Nord de la Naudière, qui est l'hôpital de Joliette. Oui. Parce que tout le monde ici va faire la Joliette. Et justement, on parle dans tout amitié, vous me parlez de famille dans le besoin, et donc les paniers de Noël, des choses comme ça, la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, si on ne vous avait pas, on serait encore plus dans le trouble, on va dire. On va dire d'une certaine façon, parce que le bénévolat, c'est important aujourd'hui. C'est pour ça, c'est pour ramasser des fonds pour faire nos propres besoins. Nos activités. Puis nos activités, c'est ça. Et donner à personne qui ont besoin. Je voulais t'amener justement au brunch. Donc, dimanche prochain, le 4. À tous les ans, vous faites un brunch. Oui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations. Oui. Tout bénévole. Tout bénévole et tout ça. On paye nos billets. Non, ben c'est correct. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout du bénévolat. Vous réussissez à aller chercher des commanditaires pour payer une partie de la bouffe, là, parce qu'il faut quand même le dire que c'est important. Là, parce que c'est un gros brunch, là. Il y a des œufs, du bacon, il y a des fèves au lard, du jambon. Oui, c'est ça. Des toasts. Des toasts et patates, des crotons, on a de tout. De tout. Des fraises, pour dire, on a des desserts qui sont faits maison. OK. Un peu. Tu as environ 200 billets de vendus? 280, je dirais. OK. Est-ce qu'il reste encore de la place? Oui, il reste un peu de place. Il reste un peu de place, que si on est intéressé, on communique avec toi. De quelle façon? Je fais paraître dans notre semainier. OK. Puis les filles, bien sûr, les filles qui sont. Mais on peut te rejoindre toi, y a-tu des numéros de téléphone en particulier? Oui, c'est marqué sur le pamphlet. 450-836-2713. Oui, puis il y a Mme Tremblay aussi, qui a vendu beaucoup de billets. En tout cas, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Ouais. Il n'y en a pas à la porte. Ben oui, on en réserve à la porte quelques-uns, comme il y en a qui m'ont appelé, ils m'ont téléphoné hier. Il va y avoir des traitements de radio. Ouais. Alors, il n'est pas sûr, même pas de billets. Il a bien aimé ça l'année passée. Il dit j'aimerais ça retourner, mais si je suis en forme, je vais y aller. Donc, ça a lieu à la polyvalente aussi, il faut le dire. Entre quelle heure et quelle heure? 10h et 1h. Ça veut dire que tu te présentes entre 10h et 1h ou il y a une heure fixe ou quelqu'un qui se présente à 10h30, 11h, il risque d'avoir de la place là? Oui, c'est parce que d'autres, on prévoit, là, selon les billets qu'on a vendus, on prépare la salle en conséquence. Oui, OK. C'est ça. Mais c'est qu'une grosse organisation, là, faire manger, déjeuner 300 personnes. Oui, mais n'empêche qu'il faut quand même. Oui, mais c'est parce que nous, je demande des bénévoles pour servir. Parce qu'elle ne fournit pas les bénévoles. Non, c'est ça. Que c'est des bénévoles de l'association font le service. Nos maris, nos conjoints, des amis, des filles d'Isabelle, ceux qui sont capables. Il y a 3 filles d'Isabelle qui sont au dessert. Et le prix pour le billet, c'est combien? C'est 20 $. Ah, c'est quand même raisonnable. À volonté. À volonté, puis pour faire une bonne action. Là. Volonté, puis il y a des desserts. Si tu vas au restaurant, ça coûte ces prix-là. Ça coûte même plus. Un petit peu plus cher. Si tu as des desserts, parce que les desserts, c'est pas de volonté aussi. Là, bon, en tout cas, je vous félicite, ma chère madame. C'est vraiment une belle implication. Passe-partout avec mon enfant est un programme gratuit pour les parents et leurs enfants de 4 ans, offert sur tout le territoire du Centre de services scolaires des Samars. Passe-partout, un premier contact avec l'école. Ce programme vise un accueil bienveillant des familles et de leurs enfants dans le monde scolaire en offrant une belle variété d'activités. L'accent est mis sur le plaisir de se retrouver à l'école, le lien d'attachement et le sentiment de sécurité des enfants et des parents.
Afin de favoriser une transition harmonieuse entre l'univers de la petite enfance et l'entrée à la maternelle, le programme Passe-Partout se divise en 3 volets. Les différents types d'activités ont majoritairement lieu dans les locaux de l'école de votre quartier. Le volet enfant, c'est à travers le jeu que l'enfant apprend et développe des compétences qui lui seront profitables dans ses apprentissages scolaires. En venant à l'école, l'enfant pourra visiter l'école et se familiariser avec son fonctionnement, apprivoiser les routines et la vie en groupe, créer des liens avec des enfants de son âge et rencontrer les adultes de l'école. Le volet parents-enfants. Votre présence à ces activités permet à votre enfant de découvrir l'école en toute confiance, vivre des moments de plaisir partagés avec son parent, saisir l'importance accordée à l'école et créer des souvenirs positifs. Le volet parents. Les rencontres de parents sont la base du programme. Elles permettent de créer des liens, de développer de nouvelles connaissances tout en échangeant sur les réalités du rôle de parent. Les discussions permettent un partage de trucs et d'astuces à mettre de l'avant avec les enfants pour soutenir leur passage vers la maternelle. Il est aussi possible d'obtenir un soutien personnalisé basé sur le respect et la confiance. Pour s'inscrire au programme Passe-Partout, votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Vous devez avoir en main le certificat de naissance de votre enfant et communiquer avec le secrétariat de votre école pour connaître les modalités d'inscription. Pour plus d'informations, contactez-nous. Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions concernant le programme Passe-Partout.
aujourd'hui, visite de presse des nouvelles expositions pour l'hiver-printemps. On est vraiment fiers des expositions qu'on va vous présenter pour la prochaine saison. Je ne vais pas en parler parce qu'il y a du monde qui sont chargés d'en parler tantôt pendant la visite de presse. Juste vous dire un peu comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer avec un mot de bienvenue de Annie, un petit mot, là, un petit mot, quelque chose de fun. Et puis après ça, on va tout de suite aller avec Marianne, visiter les expositions qui sont en montage présentement. Donc, on ne prend pas de photos, rien pendant le montage des expositions. Mais on va aller voir l'exposition de Meryl McMaster et de Emma Waterhouse. J'ai sûrement mal prononcé son nom, je suis désolé. Et ensuite de ça, lorsqu'on va avoir terminé la visite des 2 expositions, il y a Ariane qui va venir nous présenter le programme de l'éducation pour cette saison-ci, en commençant par un projet au 2e étage, projet excitant, pour les visiteurs qui vont venir cette saison-ci, qui s'appelle un parcours performatif mise en scène. Et ensuite de ça, lorsqu'on aura terminé, s'il y a des gens qui veulent avoir plus de temps avec Marianne ou Ariane, on va pouvoir revenir ici, vous allez pouvoir poser vos questions, prendre un petit peu de temps avec Marianne ou Ariane. Ça va? C'est parfait? Donc, je vous laisse avec Annie pour commencer. Merci. Bonjour et bienvenue. C'est ma première conférence de presse depuis un bon moment ici. J'en ai déjà fait dans le passé. Pour ceux qui savent, j'ai été directrice générale du musée entre 2012 et 2016. Donc, j'ai participé à la réfection du bâtiment. Et j'avais comme collaboratrice de premier ordre Odile Brunel-Beauchemin, qui était à ce moment-là au développement, qui a mené toute la campagne majeure de la construction du musée. Donc, on revient un peu, c'est comme revenir aux anciennes amours physiquement dans la communauté ici à Joliette, mais aussi avec des personnes, l'équipe que je retrouve, des nouvelles personnes aussi de l'équipe. Donc, il y a beaucoup d'excitation pour moi. C'est comme un coup de cœur qui est comme à chaque jour. ça fait à peine 3 semaines que je suis revenue en hausse. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'inaugurer en fait la nouvelle saison qui commence déjà le 10 février prochain, qui va nous amener au printemps. Et c'est une programmation donc de mon prédécesseur, mais qui porte en fait sur le corps et ses postures politiques, sociales, chorégraphiques, ses mythologies. Donc, c'est très intéressant. Il y a des beaux liens à faire entre les 2 expositions. Donc, je vous invite à aller tout de suite voir. Je vais vous présenter Ariane, qui va être votre guide dans le déambulatoire des expositions. Bonjour, Marianne Cloutier, conservatrice de l'art contemporain par intérim. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je trouve qu'on est chanceux que vous preniez du temps pour venir voir nos expositions. Je pense que nos 3 expositions de cette saison sont très intéressantes parce qu'elles s'adressent à plein de sortes de publics différents. Donc, je pense que c'est des expositions qui vont être faciles d'accès pour des gens qui ne sont pas souvent en contact avec l'art, comme des gens du milieu ou des gens qui sont déjà initiés, des habitués du musée. Donc, on va pas monter au 2e étage, mais je voulais quand même vous glisser un petit mot parce qu'on a... c'est une nouveauté de cette année. Je ne sais pas si vous connaissez la Manif d'art de Québec, qui est un événement très, très important d'art contemporain qui se passe toujours à Québec, à travers différents lieux dans la ville. Et bien, cette année, pour la première fois, on a une antenne de cette exposition-là au Musée d'art de Joliette. Donc, ça porte sur la question de... Ça s'intitule « Les forces du sommeil ». Donc, ça parle de la question du sommeil et de la cohabitation des vivants. Donc, c'est 3 vidéos qui sont présentées d'artistes très importants sur la scène de l'art contemporain. Rodney Graham, Francis Salis et Ito Barada. C'est des très belles vidéos. Donc, si vous avez la chance de revenir, là, ils ne sont pas installés encore, mais je vous invite vraiment à venir la voir. Puis c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir cette belle collaboration-là avec la Manif d'art. Ensuite, au rez-de-chaussée, 2 expositions solo de femmes artistes. La première, notre plus grande exposition, Meryl McMaster, qui est une artiste
qui est aussi une artiste vraiment phare de l'art contemporain, malgré son très jeune âge. Elle a 36, 38 ans. Elle travaille sur ses origines multiples, c'est-à-dire qu'elle a à la fois des ancêtres cris des plaines et Siskawa, c'est ça? Siska, pardon. Et aussi des origines britanniques et néerlandaises. Et ce qu'elle fait, vous allez voir, on va aller voir des œuvres ensemble qui sont absolument magnifiques. C'est principalement des autoportraits très grand format dans lesquels donc elle se met en scène et avec des costumes absolument incroyables qu'elle crée elle-même de ses propres mains. Et vous allez voir, c'est d'une grande beauté, puis ça démontre vraiment un savoir-faire, aussi un travail des matériaux, de la matière qui est très intéressant. Et ce qui est très chouette, je crois, avec cette exposition-là aussi, c'est tout l'imaginaire qu'elle met en place. Donc, l'idée à la base de cette exposition, c'est évidemment de revisiter ces racines-là, de connecter d'une certaine manière avec ses ancêtres. Il y a l'idée aussi de la réappropriation du territoire. Hein. Elle voyage dans l'Ouest canadien. C'est une artiste qui vient d'Ottawa, qui est basée dans la région d'Ottawa, mais pour cette production-là, elle est retournée sur les terres de ses ancêtres et elle performe, si on veut, dans cet espace-là comme une forme de réappropriation de ces espaces, mais aussi de sa propre histoire et de l'histoire de ses ancêtres. Et vous allez voir, donc je reviens aux costumes, les costumes absolument fabuleux. On sent qu'on est dans des costumes rituels, des costumes traditionnels, mais qui viennent mélanger ces origines-là diverses. Donc, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, il y a des clins d'œil à la culture britannique, par exemple, mélangés avec des costumes qui semblent être des costumes rituels, justement, des peuples autochtones. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une œuvre en particulier. Elle est dans l'espace, en mouvement comme ça, avec une espèce d'immense costume d'un bleu flamboyant et on voit le rappel de, vous savez, ces chapeaux gigantesques des gardes anglais, comment ça s'appelle? Donc, elle s'est inspirée de ça, qu'elle a transformé en un costume totalement imaginaire avec lequel elle performe dans l'espace. Donc, vous voyez là, cette cohabitation-là, je parle déjà trop, j'aimerais savoir fini. Donc, c'est notre première expo. On a aussi quelques objets qui sont en partie déballés aussi, que vous allez pouvoir voir, qu'on place dans les vitrines. Donc, ça, c'est un commissariat qu'on a, c'est une exposition itinérante, donc qui nous vient du Rémail, le musée Rémail et le musée. Et là, je veux aller trop vite. Et de McMaster. McMaster. Voilà, donc c'est une circulation, donc c'est une exposition qui se promène à travers le Canada. On est très heureux de l'avoir avec nous. Autre expo, une expo solo d'une artiste qui vient de l'Ontario, qui est née à Toronto, mais qui habite à Berlin depuis 13 ans, Emma Walter Haus. Si jamais vous citez son nom, donc Haus, c'est vraiment son nom de famille, Walter, c'est un deuxième prénom. Alors, vous allez la rencontrer, elle est avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est un commissariat de Charlotte Laloux-Rousseau qui est présente aussi, vous allez pouvoir la rencontrer également. Et donc, c'est tout un univers complètement différent qui porte aussi beaucoup sur le corps, l'identité, l'histoire personnelle, comme dans le cas de l'exposition de Meryl McMaster. Cette fois-ci, Emma, vous allez voir, il y a beaucoup de liens à la danse dans son travail. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui a été formé comme ballerine, comme danseuse de ballet classique. Et elle a fait aussi beaucoup de danse baroque. Et donc, c'est tout cet univers-là qui est à la base de sa réflexion. Donc, à un moment donné, elle a eu un accident, elle ne pouvait plus danser et elle était étudiante en art visuel. Et donc, et vous allez voir, il y a du dessin, de la sculpture, de la performance aussi, de la danse, de l'opéra, de la vidéo. Donc, elle explore plein de médiums différents. Et il y a cette idée qui est très forte dans son travail de la prise de parole. Hein. Comme ballerine a dit, on ne peut pas
prendre la parole, on doit se conformer à cet univers-là, à cette chorégraphie-là. Et donc, c'est un peu comme la base de toute sa réflexion. C'est un univers foisonnant de références. Il y a des références au théâtre de Samuel Beckett dans son travail, à des événements politiques, au contexte de la Chine de Mao, à des manifestations. Donc, c'est... là, j'ai pas le temps de vous raconter, mais ça me fera plaisir de vous parler de tous ces liens-là ensemble, si vous voulez. Mais vous allez voir, c'est tout un univers tout à fait particulier. J'ai assez parlé, je vous invite, je vous invite à me suivre. On va aller découvrir les œuvres ensemble. Veulent explorer leurs traces, veulent explorer l'espace avec leur corps comme médium, comme outil. Et je suis sûrement pas la seule au monde là, à se poser autant de questions sur la performance. Donc, avec l'équipe de l'éducation, on a créé un parcours performatif qui s'appelle Mise en scène. Donc, dans ce parcours-là, on a choisi 5 performances qui ont marqué l'histoire de l'art, mais surtout qu'on a trouvé particulièrement intéressantes. Et on vous relate à travers 5 stations ces 5 performances. Et ensuite, on propose à tous et à toutes d'expérimenter à leur tour la performance. Donc, on vous propose 5 petits exercices pour vous mettre en scène, pour vous-même expérimenter la performance, parce qu'on croit que c'est une des meilleures façons pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Le choix de ces performances-là, c'est des connaissances, c'est des choses qui ont fait l'actualité. Comment vous avez fait votre choix? Oui, c'est des performances qui sont connues pour avoir marqué l'histoire de l'art, puis pour avoir influencé à ce moment-là d'autres artistes par la suite, mais aussi ces 5 performances qu'on a choisies parce qu'on les aime, parce qu'on les trouvait intéressantes, puis parce qu'on savait qu'on pouvait vous proposer des exercices faciles, simples, mais aussi très intéressants en lien avec ces 5 performances-là. Je sais que tu es conservatrice de l'éducation, mais un point qui te tient à cœur beaucoup, c'est le public jeunesse, des jeunes et des choses, pour les initier justement à la performance ou à l'art en général et tout. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine saison? Tout à fait. Donc, évidemment, c'est le retour de nos fameux ateliers magiques. On le sait, les enfants de 5 à 12 ans, en compagnie de leurs parents, leurs grands-parents, peuvent venir au musée puis faire différents ateliers créatifs. C'est aussi le retour du tout petit atelier. Donc, c'est un peu la même chose, mais pour les enfants de 0 à 4 ans, en compagnie d'un adulte. Et évidemment, il y a la fameuse relâche. Ici au musée, la relâche, c'est important. Donc, on propose des ateliers créatifs familiaux, où là, la famille, parce qu'on sait que pendant la relâche, des fois, les parents ou même les grands-parents souhaitent passer du temps avec les enfants puis se créer des souvenirs. Donc, ils peuvent venir ici à ces ateliers-là. On appelait ça la fabrique familiale. Et puis, en même temps que ça, on a le camp de jour de la relâche. Là, on le sait, c'est des enfants de 5 à 12 ans qui font des ateliers créatifs, qui font des visites amusantes dans les salles, qui vont jouer dehors aussi beaucoup, créer à l'extérieur, mais aussi faire les jeux de camp. Donc, évidemment, ça comprend les chansons, ça comprend les danses qu'on fait normalement dans des camps de jour. Et puis, ce camp de jour-là, c'est offert du lundi au vendredi en compagnie d'une équipe d'animation super dynamique. On a aussi un service de garde qui est gratuit. Et en nouveauté cette année, grâce à l'Institut Barthélemy Joliette et la table de la petite enfance de Joliette, on offre 20 places gratuites à des enfants qui sont issus de milieux défavorisés ou qui ont besoin d'aide pour pouvoir s'inscrire à notre camp de jour. L'aspect conférence aussi très important au musée d'art. On en a eu beaucoup pendant la pandémie, puis des rencontres, des dîners. Cette année, c'est la nouvelle, on pourrait dire conservatrice par intérim, mais quand même, qui va venir parler, je pense, des expositions, des choses ici. Oui, Marianne, en fait, elle va venir parler d'une forme de performance qui s'appelle le bio-art, et puis elle va pouvoir tout vous raconter en détail qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, vous raconter aussi des performances qui ont marqué l'histoire de l'art aussi en bio-art, et puis avec du bio-art, et puis ce sera super intéressant. Et on a 2 rencontres d'artistes également, donc des artistes de la performance. On a The Two Gullivers, qui est organisé en collaboration avec l'UQTR, et on a aussi Michel Lacombe, qui est une artiste très connue de la performance. Bonjour, je vous reviens, Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga, qui est une école située à Berthierville, et je vous reviens pour une autre capsule.
Et cette semaine, on va faire une posture de yoga, donc une posture relativement simple. Et puis, c'est une torsion. Et j'ai choisi cette posture-là parce qu'au printemps, de faire des torsions, c'est une très bonne idée parce que ça permet d'évacuer les toxines qu'on a accumulées durant l'hiver parce qu'on n'a pas bougé beaucoup. L'hiver, souvent, on prend un peu de poids, on mange un peu plus. Fait qu'au printemps, c'est toujours intéressant, c'est toujours bénéfique de faire un petit programme ou d'intégrer des habitudes qui permettent de faire du ménage dans son corps. Fait que la posture que je vais vous faire, c'est une torsion en position debout. Donc, je vais me lever debout. On place les pieds, si possible, on place ses pieds parallèles. Tiens, je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir mes pieds. Donc, on place ses pieds parallèles. Si possible. Ce n'est pas toujours possible, mais il y en a qui ont les hanches ouvertes et puis qui ont de la difficulté à placer leurs pieds parallèles. Donc, si c'est compliqué, ben, faites comme vous pouvez. OK? Et puis, on va soulever les bras, amener les bras parallèles au sol. Et en gardant autant que possible le bassin tourné vers l'avant, on va tourner le torse vers la gauche. OK? Donc, les bras ne bougent pas. Les bras restent vraiment comme alignés. Si vous avez de la difficulté là, à tenir vos bras, si vos bras bougent, un petit truc qui peut être le fun, c'est de prendre une sangle ou de prendre, ou mieux, un manche à balai ou un bâton. OK? Puis, on garde la tension. Donc, on va chercher sa longueur. Et puis, on garde la même tension. Donc, une fois que je suis en torsion, donc, ma hanche droite, je la tire vers la droite pour m'assurer que le bassin est quand même ne bouge pas trop, que le bassin ne tourne pas parce que la torsion, on veut l'amener au niveau de la colonne vertébrale. Si le bassin tourne, ben, l'impact est moins important là, au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, regardez aussi dans le coin gauche des yeux. Donc, on s'étire les muscles oculaires et on respire. OK, on revient vers l'avant. Donc, prenez conscience de la différence qu'il y a entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Et on fait pareil en tournant vers la droite. Donc, poussez la hanche gauche un petit peu vers l'arrière, le regard à la hauteur des yeux et le regard dans le coin droit des yeux. On revient vers l'avant, relâchez. Et voilà. C'est un mouvement que vous pouvez faire là, à quelques reprises, on pourrait dire 3, 4 ou 5 fois là, de chaque côté, 7 fois de chaque côté. Maintenant, dans les torsions, il y a des contre-indications si vous avez un problème d'hernie lombaire, un problème d'hernie discale ou des problèmes de sciatique. Il faut vraiment y aller prudemment. Dans toutes les postures de yoga, hein, quand on est un peu hypothéqué, quand on a eu des blessures importantes qui ont laissé des traces, ben c'est toujours préférable d'avoir l'avis du médecin ou l'avis d'un professionnel avant de faire des postures. Okay? Puis plus les postures sont exigeantes, ben plus c'est important d'être avisé pour ne pas se blesser, évidemment, parce que le but recherché, c'est de se faire du bien. Fait que voilà, merci de votre écoute, bonne pratique et à une prochaine.